Tant qu'on est dans la tempête, tant qu'on s'accroche comme ça, on réalise pas bien. C'est après quand on se pose, quand on enlève la carapace, qu'on se dit ah ben finalement j'ai eu mal là, puis j'ai mal là, voilà. Agressif au point de recevoir des centaines de lettres de menaces. On va te coller une balle entre les deux yeux. Ta famille a intérêt à quitter le pays. J'étais au fond du trou, hein. C'était très très dur. C'est une question que chacun se pose un jour ou l'autre en regardant les années qui passent. Ai-je ou non réussi ma vie ? Certes, on se rend compte parfois que rien ne ressemble plus à des vies ratées que certaines réussites, mais on se dit tout de même qu'il y a des vies accomplies et des destins privilégiés. On voit autour de soi des femmes connues dont la télévision nous a rendu le visage familier, des hommes politiques capables de recueillir des millions de suffrages, des sportifs hors du commun qui franchissent avant les autres toutes les lignes d'arrivée, des acteurs incontestablement doués dont on regarde en boucle les films, des gens riches dont la fortune semble illimitée, ou des enfants bénis des dieux à qui le monde sourit, et on a du mal à croire que pour eux, comme pour nous, il y a eu une addition dont personne ne leur avait communiqué à l'avance le montant exact. Laurence Ferrari n'était pas née de la dernière pluie et elle connaissait parfaitement le monde médiatique quand TF1 lui a proposé de présenter le journal télévisé de 20 heures. Mais elle ne soupçonnait pas qu'elle deviendrait ainsi une des cibles de prédilection de la presse people. Quand on vous a proposé le 20 heures, est-ce que vous vous êtes dit le prix à payer sera élevé ? Moi, j'ai un côté bon petit soldat. Je réfléchis pas aux dommages collatéraux. Je me dis que c'est un poste extraordinaire, que je vais pouvoir enfin exploiter toutes les facettes de ce métier que j'ai collecté comme ça au fil des années, en tant que reporter, puis après en tant que présentatrice, puis en tant qu'intervieweuse. Je me dis, voilà, c'est la conjonction de tout ce que tu as fait jusqu'à présent séparément et que tu vas pouvoir utiliser sur cet exercice-là. Après, oui, je savais bien que j'allais dans le chaudron, que j'allais dans... j'ai tout souvent cette image, c'est comme si quelqu'un qui a peur de la tempête est assis dans un avion qui fonce droit dans l'œil du cyclone. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais m'accrocher, j'ai mes valeurs, je suis quelqu'un de solide, j'ai une famille solide autour de moi, et je vais résister. Juste avant, vous n'aviez pas un peu joué avec le feu en vous associant à la télé à votre mari ? Non, je me dis pas ça. Non, on avait vraiment une démarche de journaliste. L'idée de faire un grand magazine d'information, 7 à 8 qui existe toujours, était tellement enthousiasmante qu'on n'a pas du tout réfléchi aux répercussions que ça pouvait avoir sur notre vie. Voilà. Et la chaîne, elle, avait bien une idée derrière la tête. Bien sûr, mais évidemment qu'il y avait une stratégie de la part de la chaîne, évidemment. Et que c'était plus facile de parler de l'émission par ce prisme-là, le prisme du couple qui travaille à la ville comme à la scène, qui permettait au moins, dès les premières émissions, de parler de l'émission. Très vite, je crois qu'on a essayé, nous, de faire oublier ça, parce que notre but, c'était vraiment pas de nous montrer en tant que couple, mais en tant que journaliste. On a essayé d'évacuer ça, mais c'était pas si simple. Très vite donc, vous avez été la cible de la presse people. Une fois qu'on est dans la tempête, on se dit c'est ce que j'imaginais ou c'est pire ? Non, on se dit c'est pire. On se dit mon Dieu, j'imaginais pas que ça serait aussi violent. J'imaginais pas que ça serait aussi lourd à supporter. Mais à la limite, tant qu'on est dans la tempête, tant qu'on s'accroche comme ça, on réalise pas bien. C'est après quand on se pose, quand on enlève la carapace, qu'on se dit ah ben finalement j'ai eu mal là, puis j'ai mal là, voilà. Mais non, parce que voilà, encore une fois, moi le goût de l'adversité, du combat, je l'ai. Mais c'est après qu'on se rend compte qu'effectivement, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. À partir de quel moment c'est devenu insupportable ? À partir du moment où il y a une vraie intrusion dans votre vie privée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez votre image placardée sur tous les murs de la ville, que vous êtes en vacances tranquillement avec vos enfants dans l'endroit le plus anonyme de la Terre et que on vient vous débusquer dans les moments d'intimité familiale où effectivement une personne ne devrait pouvoir pénétrer. À partir du moment où ça a impacté notre famille, c'est-à-dire les enfants,
Et puis la famille autour. Parce que la notoriété, c'est ça aussi. Au début, ça vous impacte vous. Puis après, c'est des cercles concentrés. Et puis ça touche votre famille, votre entourage. Et ça change le regard des gens jusque dans vos proches. Ce qui est extrêmement déstabilisant. Extrêmement déstabilisant. Vos proches peuvent se dire légitimement, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai eu des unes sur... elle est enceinte X fois. Elle va mal, elle est en dépression... Forcément, ça impacte ceux qui sont autour de vous, qui vous aiment et qui se disent « mais peut-être qu'elle ne me l'a pas dit, peut-être qu'elle ne voulait pas m'embêter avec ça ». De toutes les couvertures que vous avez subies, il y en a une qui vous a plus particulièrement blessé? Oui, j'en ai une qui me... Bon, il y en a eu un certain nombre, évidemment, mais une où on me présentait comme enceinte d'un troisième enfant, qui était totalement fausse, évidemment. Vu ce que ça a généré après autour de moi, c'est-à-dire de ceux qui m'aimaient, ma famille, des coups de fil de félicitations, on est heureux pour vous, c'est génial, félicitations. C'est extrêmement dur de démentir tout ça à vos plus proches quand c'est absolument faux. Donc ça, je me rappelle vraiment d'un moment extrêmement douloureux pour moi. Dans un instant, sur le plateau du Grand 8, deux invités. Vous continuez encore à faire de la télévision, mais sur D8, une chaîne moins exposée. Ce que vous supportiez au début sur TF1, pourquoi est-ce que vous ne le supportiez plus à la fin? Au début, encore une fois, pétri d'enthousiasme, nourri d'illusions, je suis partie à l'assaut de l'Everest, voilà. Et puis après, quand on arrive en haut, on se dit, l'oxygène est rare, là, je redescendrai bien un petit peu dans la plaine pour respirer normalement. Mais c'est le cas. Vous vous dites aujourd'hui que tout ça, c'était le prix à payer? Maintenant, avec le recul et avec un peu d'expérience aussi, voilà, je réalise que c'était le prix à payer. Sur le coup, non. Sur le coup, c'est l'injustice, la colère, l'envie de dire « mais laissez-moi tranquille ». Avec le recul, justement, qu'est-ce que vous diriez à la jeune journaliste que vous étiez à 20 ans si elle vous demandait conseil? Que la télévision est un ogre? Méfie-toi de la notoriété. L'outil télévision, il est merveilleux. Il est merveilleux, il vous permet d'aller au bout du monde, de montrer des choses que personne ne pourrait voir, ne serait-ce que voilà, dans notre pays. Non, c'est pas du tout méfie-toi de la télévision, méfie-toi de la notoriété. Méfie-toi, parce qu'au début, c'est très agréable. Au début, ton ego est flatté, le côté narcisse, c'est merveilleux. Et puis petit à petit, voilà, tu découvres l'impact que ça a sur toi, puis sur les autres, et puis voilà. C'est ce qu'on a vraiment décrypté au fil de cette émission. Donc surtout, méfie-toi de la notoriété. La notoriété. François Bayrou ne la refuse pas, bien évidemment, mais il n'en affirme pas moins haut et fort lui préférer la vérité. Il préfère même avoir raison que gagner, aurait persiflé Jean-Louis Borloo. Ce n'est pas faux. François Bayrou a des convictions, un désir décidé, et depuis plusieurs années, le fait est qu'il en paye le prix. Qu'est-ce qui vous permet de tenir le coup face aux épreuves? Qu'est-ce qui vous a endurci? Je suis né dans un milieu où il n'y avait ni pouvoir, ni relation, ni argent. Et donc, le pouvoir ne m'a jamais fasciné. Les relations ne m'ont jamais attaché. Et l'argent n'a jamais été pour moi une question centrale. J'ai toujours pensé que le risque maximal faisait partie de l'engagement. Si vous vous mettez à considérer le risque vous écrase. Vous ne pouvez plus avancer. Et c'est pourquoi personne ne dit ou ne fait jamais rien, parce que, évidemment, ça dérange, c'est embêtant. Je ne vous dis pas que j'ai toujours été dans cette espèce de désinvolture, ou en tout cas d'insouciance à l'égard des risques. Mais j'ai toujours pensé que les risques ne devaient pas vous arrêter. Vous avez toujours les mêmes convictions qu'au moment où vous êtes entré dans la carrière? L'idée qui était la mienne, et qui est la mienne aujourd'hui, 40 ans après, c'est que, au fond, il y a deux voies dans la politique. Il y a ceux pour qui la fin justifie les moyens, et qu'importe toutes les entorses à la vérité, à la décence, à la loi parfois, pourvu qu'on gagne. Et il y a ceux pour qui, au contraire, pour reprendre l'expression de Gandhi, qui était l'inventeur de la non-violence moderne,
La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Ceci était le fond de ce que je pensais. Et que je pense encore plus aujourd'hui que j'ai acquis l'expérience des choses, parce que chaque fois que vous prenez le pouvoir en mentant aux gens, en réalité, vous préparez votre perte. Néanmoins, quand vous avez par exemple appelé à voter pour François Hollande à la présidentielle de 2012, cela a dû être pénible au quotidien. On voit bien quel est le regard que les gens portent sur vous dans la rue. Et dans les quartiers de droite, ça a été vraiment agressif. Mais agressif au point de recevoir des centaines de lettres de menaces. On va te coller une balle entre les deux yeux. Ta famille a intérêt à quitter le pays. Pas seulement toi, mais ta famille. Des agressions dans la rue. Vous entrez dans un restaurant, les gens se lèvent pour pas être à côté de vous, s'en vont. Bon, donc tout ça c'est éprouvant. Mais ça ne change rien. C'est de votre peau qu'il s'agit, c'est de votre vie. Une vie, ça s'écrit comme une œuvre. Comme, bon, alors il faut savoir si vous la donnez à quelque chose qui vaut la peine ou aux avantages matériels et aussi extérieurs de reconnaissance. Vous imaginiez que ce serait aussi dur ? D'abord, est-ce que c'est si dur ? Bon, c'est embêtant. C'est désagréable, déstabilisant, parce que c'est dur pour les autres, pour ceux que vous entraînez, qui tout d'un coup se retrouvent eux-mêmes dans la difficulté. Mais s'il n'y avait pas ça, je vous répondrais sans hésiter, ça n'est pas si dur. Ce qui est dur, c'est l'insignifiance. Ce qui est affreux, c'est quand ça ne sert à rien. Vous regardez la dernière élection présidentielle, il y a eu 3,5 millions de personnes qui ont voté pour moi. Est-ce que je puis dire que c'est un échec ? Non, ce n'est pas un échec. Je trouve formidable que 3,5 millions de personnes aient accepté cette vision qui était exigeante pour eux, ou éprouvante pour eux, qui est de regarder la réalité en face et de dire on va faire quelque chose. Donc, ça n'est pas si dur. Vous avez été lâché par beaucoup de vos amis, ça, ce n'est pas insupportable. Je n'ai jamais utilisé le mot d'amitié sans une certitude. J'ai eu beaucoup de compagnons, d'armes, de gens qui étaient dans le combat et que j'aimais bien et avec qui j'avais une relation qui était une relation très confiante, on va dire, dans le combat politique. Mais je n'ai jamais perdu de vue que la faiblesse faisait partie de l'être humain politique. De Gaulle, c'est pas rien. C'était le type qui avait libéré la France, qui l'avait reconstruite à la Libération, qui en avait été la figure, le visage, l'inspirateur. En 1951, 6 ans après la Libération, il fait élire 125 types députés. 13 mois après, il ne lui en reste plus un seul. Ils sont tous partis du côté du pouvoir. Bon, bon, j'imagine que ça lui a pas fait plaisir, comme ça ne m'a pas fait plaisir. Mais ça n'a pas troublé une seconde son regard sur la réalité. J'ai eu une conversation il y a 15 ans ou 17 ans que je n'ai jamais oubliée avec Borloo. Et Borloo me disait, mais pourquoi tu ne t'appuies pas, tu ne donnes pas le pouvoir à ceux qui t'entourent. Il voulait parler de lui, évidemment. Je lui ai dit, écoute, je m'appuie, mais sans jamais oublier que ce sur quoi je m'appuie peut céder. Donc, si ça casse, je tombe pas.
Et bien m'en a pris parce que 3 ans ou 4 ans après cette conversation, il est parti à l'UMP, être parmi les plus actifs de l'UMP pendant 10 ans. Et donc je fais attention à ça. Et ceux qui sont mes amis, ma bande, mon commando, qui sont en petit nombre, mais qui comptent, ceux-là, je n'ai aucun doute. Et ceux-là, s'ils partaient, alors là, oui, ça me toucherait. Là, ça serait difficile pour moi. Donc pour l'instant, cette bande n'a pas été touchée. N'a pas été touchée. Donc le cœur, le noyau au sens nucléaire du terme n'a jamais été touché. Est-ce que vous vous dites parfois que le prix que vous avez dû payer sera nécessairement allégé dans la postérité? Jamais. Au fond, ce que vous évoquez, c'est comme une décoration de plus, quoi. Une légion d'honneur posthume. Non, ça, pour moi, ça n'existe pas. Mais il y a 2 choses qui existent. Un, il y a le regard de mes enfants. Que eux puissent se dire, et les enfants de mes enfants, qu'après tout, c'était pas médiocre. Et ce qui compte, deuxièmement, dans le même ordre d'idées, c'est ma famille politique. Je sais qu'elle existe. Elle, je suis pas sûr qu'elle le sache. Et cependant, pour moi, elle est irréductible. Elle existera. Et ma trace dans cette famille, ce qu'on apporte de semences, ça compte pour moi. Alors c'est pas la postérité, c'est une transmission. Que dira la postérité de Marie-Jo Pérec? Qu'elle fut la seule athlète française à être triple championne olympique, une fois en 1992 aux Jeux olympiques de Barcelone et 2 fois aux Jeux d'Atlanta. Qu'elle fut la première athlète, hommes et femmes confondus, à avoir remporté lors de 2 Jeux consécutifs le titre sur 400 mètres. Ou cette même postérité retiendra-t-elle d'abord que Marie-Jo Pérec, à peine arrivée en Australie pour sa 3e Olympiade, sombra corps et biens, en payant un prix exorbitant à sa réussite exceptionnelle? Votre discipline, c'était le 400 mètres, une discipline absolument terrible. Il faut savoir que sur ce genre de course, le 400 mètres, quand on a couru 300 mètres, il reste 100 mètres et c'est les 100 derniers mètres, moi je dirais, c'est là où on a le plus mal. On a l'impression que on va tomber dans les pommes, on va pas y arriver. C'est vraiment quelque chose qui se court au mental. Et je me disais toujours, après ces 300 mètres, bon, c'est bon, ça y est, la course, elle démarre. Elle démarre et là, on va voir celles qui sont les plus fortes. Pour moi, c'est vraiment le moment où je m'éclate parce que je sais que c'est dur, je sais rentrer dedans, et puis je sais que c'est là où les autres flanchent. Donc, moi, je veux pas flancher. Et c'est là que je suis forte. Donc c'est formidable, c'est-à-dire que le moment où la course commence, le moment où vous êtes la plus heureuse, c'est le moment où vous avez le plus mal. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais il y a quelque chose comme ça, c'est le moment où c'est le plus difficile, le plus douloureux. Mais oui, ça vous semble trop de dire ça comme ça? Non, on peut le dire. Non, mais c'est dingue, mais c'est comme ça. Quand on vous voyait courir, on avait l'impression que c'était pour vous une question de vie ou de mort. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que lorsque j'entends les sportifs dire, bon ben cette fois c'est... Bon, je suis passée à côté, on verra la prochaine fois. Je n'arrive pas à comprendre ça parce que je n'ai jamais su me dire ça. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas, que je n'ai jamais pu sortir, dire, qui me rongent,
qui me bouffe la tête, le corps, l'esprit, enfin tout ce qu'on veut. Et juste en courant, toutes ces choses, j'avais l'impression que je pouvais les évacuer et le dire. Combien de fois est-ce que vous avez perdu dans votre carrière? 3 fois. C'est très rare dans l'histoire de l'athlétisme. Oui. C'est juste... en France, il n'y a personne qui peut dire ça. Non, mais c'est très, très bizarre. J'avais un rapport avec la gagne qui était hors du commun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney pour que la formidable machine à gagner que vous étiez s'enraye et qu'au final, vous renonciez à courir? Parler de Sydney, c'est quelque chose de très, très dur. Donc, en tout cas, je vais pas rentrer là-dedans parce que pour moi, j'ai juste mis ça de côté. C'est fait. Mais si vous voulez, en fait, moi, j'ai gagné les Jeux sur 400 mètres en 92, en 96. Et en fait, pour moi, marquer l'histoire, c'était en fait gagner les Jeux sur une 3e Olympiade d'affilée sur la même épreuve. Si j'avais eu en fait l'occasion de faire cette course, je pense que je l'aurais gagnée. Je pense que là vraiment je rentrais dans le panthéon du sport. C'est vrai. Mais à Sydney, Marie-Jo Pérec connut le pire. Arrivée conquérante, elle devint la cible des journalistes locaux et des supporters adverses. Insultes, menaces, pressions. En quelques jours, la fête se transforma en cauchemar, et alors même qu'elle était au meilleur de sa forme physique, Marie-Jo renonça purement et simplement à courir, à la stupéfaction générale, et s'enfuit. Quand vous êtes rentrée de Sydney, il y a quand même eu un long passage à vide ou pas? Ah oui, non, mais j'étais au fond du trou. Hein. C'était très, très dur. Ça a duré combien de temps? Un paquet de temps. Il n'y avait rien qui m'intéressait. J'arrivais pas à m'accrocher aux choses, quoi. C'était vraiment très dur. Et puis, je ne voulais pas rentrer chez moi, parce que chez moi, quand je dis chez moi, c'est la Guadeloupe, parce que je n'étais pas bien. Et puis j'ai fait l'effort de dire non, je vais aller là-bas. Et le fait de retrouver ma grand-mère, de retrouver ma culture, de retrouver ma famille, quoi, de revenir en fait aux choses essentielles, quoi. En fait, ça m'a permis de remonter la pente, hein, et de sortir de cela. Mais ça a été très très long. Hein. Vous êtes sortie du trou et pourtant, c'est là que votre corps vous a lâché. Avec tout ce qui s'était passé, je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même été, je pense, déconnectée de mon corps. Donc je ne l'ai pas écouté. Et comme je savais si bien le faire. Et je pense que j'ai vraiment forcé mon corps et j'ai continué à tirer. Donc il m'a dit, écoute, maintenant t'arrêtes. Tu fais ce que tu veux, mais moi je ne fais plus rien. Et en fait, il faut savoir que pour un sportif, ne plus maîtriser ce corps, mais c'est quelque chose de... C'est juste la petite mort, quoi. C'est la petite mort, parce que on a tellement l'habitude de se lever le matin, si à peine si on peut mettre les pieds par terre, mais 2 heures après, on est au stade et on est en train de courir à 100%. Enfin, on a tellement l'habitude, en fait, de se surpasser que... Quand il dit stop et qu'on se rend compte qu'on est à 200% et qu'il ne répond pas, ben c'est la petite mort. C'est la petite mort. Et là, on doit prendre une décision. Et
Et je dirais que c'est pas facile parce que, en fait, moi, j'ai mis plus d'1 an à décider, voilà, j'arrête. J'arrête parce que il ne veut plus m'accompagner. Le mental, il est là, mais le corps, lui, il a lâché. Vous qui étiez tellement différente de nous, ça vous a finalement fait redescendre sur Terre. Moi, j'avais l'impression que j'étais devenue, en fait, une machine à gagner pour mon sport. Et qui dit machine à gagner, donc dit robot, donc pas humaine. Et je dirais que finalement, Sydney, ça... En fait, je dirais que ça m'a permis de redevenir humaine. Vous aviez donc un prix à payer pour vos triomphes passés, et en ce sens, ce drame final était inévitable. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. C'est une partie de mon parcours et voilà, je l'accepte totalement. Voilà. Vous l'acceptez, même si ça fait très mal. Ça fait très mal. Et je suis marquée à jamais par cette histoire. Mais c'est la mienne et je l'assume, voilà. Ah oui, vous l'accrochez, puis j'ai compris. Oh là là. Je l'accroche, je vous donne une vieille commande. Pierre Richard n'a pas connu comme Marie-Jo Pérec de descente aux enfers. Peut-être parce que le succès fut plus lent à venir. Mais le jour où celui-ci l'a rattrapé, faisant de lui un des acteurs les plus populaires, ce fut impossible pour le grand blond de revenir au cinéma dont il rêvait. Plutôt. Vous n'avez pas tout de suite connu le succès. Est-ce que vous avez même douté qu'il arriverait un jour? Tant qu'on a des deuxième, trois ou cinquième rôles, on pense pas qu'on en est le moteur du succès. Même quand j'ai fait Alexandre, le Bienheureux avec Yves, c'était quand même Noiret. Et alors je me suis dit, après là, on va commencer à m'appeler. Pas du tout. Et d'ailleurs, pour la bonne raison, comme le m'avait dit Yves, il m'a dit, tu n'as pas de place dans le cinéma français. Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Tu n'es pas un vrai jeune premier. À l'époque, c'était Terzieff, Brialy. Tu n'es pas une rondeur comme Blier. Tu n'es pas un vrai valet. J'avais le cul entre deux chaises, permettez-moi l'expression. J'étais ni un jeune premier, ni un valet. J'étais entre les deux. J'étais un joli valet ou un jeune premier rigolo. J'avais pas de place. Il m'a dit, fais-la. Alors à quoi avez-vous aspiré en devenant vous-même réalisateur? C'est un peu osé ce que je vais dire. J'aurais aimé être le Guevara du burlesque. Voilà. Attaquer des travers de la société. Dans le premier, c'est quoi? C'est la publicité. Dans le deuxième, c'est quoi? C'est les jeux télévisés, qui quand même sont aussi une cause d'abêtissement quand même. Enfin, à mes yeux. Hein. Dans le troisième, c'est Marchand d'armes. C'était les trois grands thèmes de mes trois premiers films. Après, j'ai abandonné parce que après j'étais chez les autres. Ou ensuite, même quand je m'y suis repris moi-même à faire des films, j'ai oublié ce rail. Et si j'ai un regret, c'est d'avoir changé de rail, de voie. Justement, qu'est-ce qui s'est passé un beau jour? Vous avez été rattrapé par le cinéma commercial? Je crois que j'ai été sensible aux appels des sirènes. On m'a appelé pour faire des films qui prenaient des dimensions commerciales énormes. Et finalement, je ne peux pas me dire que j'étais pas ravi d'avoir fait tellement d'entrées dans le monde, parce que c'est des films qui en plus ont passé la frontière. Et si je suis connu dans le monde entier, c'est grâce à ces films. C'est pas grâce au Distrait, ni grâce au Malheur d'Alfred. Alors évidemment, j'étais sensible à ça. J'étais sensible à ça. Mais comme justement, je m'analysais pas trop, j'ai pas fait j'ai pas fait le calcul de me dire, bon, c'est bien, je vais faire beaucoup d'entrées, mais je renonce un peu à des choses que je voudrais faire et que je ne fais pas. Je suis clair? Oui. Finalement, dans ces films commerciaux, vous n'avez gardé que l'enveloppe du personnage que vous aviez créé avec le Distrait. C'est ça. J'en ai gardé l'enveloppe. J'en ai gardé un personnage qui a du charme, certes, pour qui on a décrit des jolies scènes. Je parle du Grand Blond, je parle de la chèvre, avec des situations drôlatiques évidentes, qui mettaient en scène un personnage poétique que j'étais malgré moi, parce que j'aime pas mettre poésie. C'est comme ça. Mais ça n'était que l'enveloppe. Mais le fond, si j'ai fait je suis timide mais je me soigne, qui est très drôle, qui est vraiment très drôle, il y a des moments très très drôles, mais je me reproche de ne pas avoir été plus loin que de voir un timide qui ce que je suis aussi d'ailleurs, hein, parce que là encore j'étais pas loin de mon personnage, mais de ne pas en avoir profité pour faire une charge burlesque certes, mais d'un travers de la société, de tous ceux qui nous accablent et que j'ai pas
que je n'ai pas utilisé. Est-ce que vous vous dites parfois que vous avez vendu votre âme au diable? Je me le dis par certains côtés, puisque je suis le premier à vous dire que je regrette de ne pas avoir fait des films, des films du style de mes 3 premiers. En même temps, est-ce que je peux dire que j'ai vendu mon âme parce que j'ai fait Le Grand Blond? Je crois que c'est dans la répétition des films que j'ai faits que je peux me le reprocher. Je n'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme. Où j'ai commencé à la vendre, c'est pour ça que je vous dis je me le reproche, c'est que quand j'ai refait 2 ou 3 films moi-même, j'aurais dû revenir moi, puisque la personne m'empêchait de faire ce que j'avais envie, j'aurais dû revenir à mes premières amours. Et j'étais ailleurs. J'aurais voulu traiter d'autres thèmes que je n'ai pas faits par... Oh, je suis sévère avec moi-même, hein. Par laxisme, peut-être, par le manque d'analyse, c'est ce que je vous disais au début. J'aurais dû quand même, à un moment donné, mais pas me dire je fais comme ça, comme je veux, comme j'ai envie sur le moment. Et peut-être que ça aurait été intéressant que je m'arrête à un moment donné et puis de me dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant? Vous avez créé un personnage plus fort que Pierre Richard et il vous l'a fait payer. Oui, je crois. Forcément, comme tout me dépasse, celui-là aussi m'a dépassé. Vous lui en voulez au Grand Blond? Non. Non. Finalement, vous avez payé aussi un certain prix au succès phénoménal que vous avez eu. C'est possible. C'est possible. Le succès vous transforme un peu, vous rend peut-être plus inconscient des choses de l'existence. Vous baignez dans un nuage, le nuage du succès, comme le pouvoir. Hein. On voit bien, le pouvoir décuple l'ego, et bizarrement rend les gens les plus intelligents possibles, c'est-à-dire qu'à voir en ce moment, agir comme des cons. C'est incroyable cette disparité qu'il peut y avoir entre une intelligence cultivée en plus et tout à coup tomber dans une espèce de narcissisme égoïste et qui fait qu'on n'a plus la vision des choses. Le succès, c'est un peu ça aussi. Ça chauffe là, hein? Oh là là. Faut pas donner ça à un narcissique, il va passer sa journée à ça. Il va rentrer dedans pour la journée. Était-il narcissique, Pierre Botton, quand il se regardait dans le miroir de sa success story? Homme d'affaires égaré en politique dans les années 80, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a en tout cas payé le prix fort pour sa bonne fortune. Qui étiez-vous avant? J'avais une vie que les gens ne peuvent pas imaginer. Voilà, on ne peut pas imaginer. D'abord, c'est monté très très vite. Je vais vous donner quelques exemples. 3 bateaux, dont un que je n'ai jamais vu. Donc je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais vu. Ensuite, j'avais un hôtel particulier à Lyon, dans lequel il y avait une table de 36 couverts. Donc il faut déjà être bien frappé pour avoir une table de 36 couverts, pour accueillir 36 couverts chez soi. Et puis il y a cette scène qui est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, auquel j'ai beaucoup pensé en prison. Un jour, je suis rentré, il y avait ma petite fille, j'en avais qu'une à l'époque, qui était sur son réhausseur. Puis à côté, il y avait sa nounou. Et puis elle était tout au bout de cette table immense. Et il y avait à côté le chef, puisque j'avais un chef à demeure. Et je suis rentré, j'ai dit, j'ai réussi. Et aujourd'hui, quand j'analyse la même scène, je dis quel con. À l'époque, vous aviez des liens politiques avec votre beau-père, Michel Noir. Au départ, j'ai aidé un ami, puis après, comme tout, je me suis pris au jeu, quoi. Hein. Voilà, donc pris au jeu, les élections, ministre, voilà. Il a été ministre, puis la mairie de Lyon, puis après, bien sûr, président de la République. Alors comment ça s'est passé la première fois où vous avez mis le doigt dans l'engrenage des fausses factures qui provoqueront votre perte? Alors ça, en revanche, je me rappelle bien. Je me rappelle bien le jour où j'ai franchi la ligne jaune. C'est un homme politique qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a un problème avec cette facture. On n'arrive pas à la payer, est-ce que tu peux la payer? Et vous savez, c'est vraiment un peu comme dans Le Parrain. C'est vraiment une scène comme ça. Et je dis, ouais. Bon, alors écoute, tu vas aller à Cachan. L'imprimeur était à Cachan. Et puis il va t'expliquer. Et cet imprimeur m'a initié, vraiment initié. C'est-à-dire qu'il y avait une fausse facture qui était faite en fonction des activités que l'entreprise avait, 4 exemplaires, un exemplaire dans ma comptabilité, un exemplaire dans la sienne, et 2 exemplaires rangés dans les dossiers au cas où les impôts viennent. Après, vous êtes rentré dans la famille, quoi. Vous en parlez comme d'une mafia.
Ah mais c'est une mafia. Alors là, je peux vous assurer, il y a tout ce qu'il faut dans la mafia. Plus vous montez, plus c'est une mafia. Ça, je peux vous l'assurer. Et vous êtes donc enfoncé pendant des mois dans l'illégalité. Personne ne vous avait averti que la police vous surveillait? On est venu me voir en me disant, voilà ce qui va se passer. Si tu veux partir, tu peux partir. Si tu veux partir à l'étranger, tu peux partir. Il y avait Boucheron qui était parti, médecin était parti. Moi, j'avais dit, je ne vois pas pourquoi je partirais, franchement. Voilà. Quelqu'un est venu vous dire, de la dite mafia, Plusieurs personnes. On est au courant que tu vas avoir des ennuis. Oui, alors je vais même vous dire, pour ne pas être très précis, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que c'était marrant parce qu'il y en a eu de gauche comme de droite. C'est-à-dire que je devais gêner beaucoup de gens, donc mon départ devait arranger beaucoup de gens parce qu'il y a eu des gens de gauche et de droite qui étaient assez précis. Assez précis. Et j'ai dit, non, je reste. Non. Comment s'est passée votre mise en examen? Je fais 48 heures de garde à vue, bon. Je suis amené avec le cortège, tout ça, chez le juge d'instruction. Je rencontre le juge d'instruction, et puis, à un moment, à la fin de ce qu'il appelle l'audition de première comparution, il dit, bon, je vais demander votre incarcération. Et là, je me rappelle, devant mes avocats, hein, je lui avoir dit, ah non, mais attendez, ça, c'est pas prévu. Et je me rappellerai toujours la tête du juge. Comment c'est pas prévu? Voilà, ça, je me rappellerai toujours de ça. Et là j'ai compris qu'il y avait un très fort dérèglement dans le système. Je le dis en rigolant, mais je rigolais pas, puisque j'étais en larmes après. En larmes. Et au final, à quelle peine avez-vous été condamné? À 5 ans, dont 18 mois avec sursis. J'ai fait 4 mois et 27 jours en préventive. Et j'ai connu, ce qui est très rare, 7 maisons d'arrêt. Et j'ai été placé pratiquement tout le temps à l'isolement. Voilà, c'est ce qui s'appelle la torture blanche. C'était quoi votre vie en prison? L'enfer. 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 Voilà. Pour moi, c'était la solitude tout le temps, 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 tout le temps. Vous devenez fou, quoi. Donc après, les cachets. Puis les cachets de plus en plus, quoi. Hein. Et puis après, vous retournez contre vous-même. Donc ça commence par ne pas manger. Voilà. Vous dormez plus. Non, c'est vraiment un moment c'est extraordinairement dur. Très, très dur. C'est là que vous avez essayé de vous suicider. Vous savez, c'est très difficile à faire en prison. Hein. Alors, il y a deux façons. Il y a les gars qui s'accrochent. Mais moi, à la santé, j'avais quelqu'un dans la cellule d'à côté qui s'était accroché. C'est d'une violence incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, j'avais entendu le bruit, vous voyez, c'est un bruit très sec. Hein, je ne sais pas, c'est quelque chose qui doit couper ici. Je sais pas, enfin, c'est très, très sec. Puis le bruit de la housse qu'on referme. Puis voilà, vous hurlez, vous ne pouvez rien faire puisque le gars est à côté, c'est la nuit. Et les mecs, ils vont chercher les clés, ça court de tous les côtés. Voilà, et puis... Donc, voilà, je n'avais pas cette force-là. Donc, voilà, j'avais stocké des médicaments, stocké. Voilà, donc, j'avais pensé qu'à ça. Hein, voilà. Mais je sentais bien, si vous voulez, que je n'allais pas arriver à laver mon nom, quoi, pour mes gosses. Et que la seule façon de le laver, c'était de partir. Je suppose qu'aujourd'hui, vous êtes ruiné? Ah, complètement, ouais. Vous avez en face de vous quelqu'un qui doit encore 4 millions d'euros aux impôts. Il en a remboursé 10, mais je dois encore 4 millions d'euros aux impôts. Ouais. Ah non, enfin, je suis séché. Mais c'est pas gênant pour moi. Hein. Aujourd'hui, je peux vous dire quel est le prix d'un caddie. Hein, voilà. C'est tout. Et je sais ce que c'est que le prix d'un caddie. Je fais attention. Mais c'est ce que font tous les gens. Hein. C'est pas du tout gênant. Hein. Mais voilà. Comme beaucoup de gens, j'avais une bagnole, je l'ai vendue parce que j'avais plus les moyens de l'entretenir. Voilà. Bon, c'est pas. Franchement, ça me choque pas du tout, ça. Hein. Mais ma vie n'a rien à voir, mais rien, avec ce que j'ai connu où, je sais pas, où je faisais un Paris-Barcelone et ça coûtait 25 000 €, enfin voilà, en avion, avec l'avion privé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir payé pour d'autres qui, eux, ont échappé? J'ai jamais eu ce sentiment-là. Et encore aujourd'hui, je l'ai pas. Personne ne m'a mis un revolver sur la tempe pour me faire la première fausse facture. Personne ne m'a mis un revolver sur la tempe pour faire ce que j'ai fait. Donc je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Voilà, ça a provoqué des scissions au sein de ma famille qui pensent que d'autres devaient aller, et ainsi de suite. Peut-être, mais en tout cas, le problème n'est pas là. Moi, j'ai fait des irrégularités et je devais les payer.
Voilà. Pierre Botton est aujourd'hui un autre homme. Fondateur de l'association Les Prisons du Cœur, à l'initiative d'un projet de prison expérimentale baptisé Ensemble contre la récidive, il est devenu militant au quotidien, luttant pour améliorer les conditions de vie des détenus, pour qu'ils ne soient pas coupés de leur famille et du monde extérieur, pour que les rapports qu'ils entretiennent avec les surveillants ne soient pas fondés sur le conflit. Quand on vous écoute raconter votre histoire, on a l'impression que vous vous dites « pour que je m'en sorte, il fallait que je sois puni ». Ouais, mais c'est très con, hein, mais si vous voulez, je suis encore aujourd'hui, hors de ce terme, je ne suis pas religieux, hein, mais je suis encore dans l'expiation, c'est évident. C'est évident que de la façon dans laquelle je mène le combat, avec autant d'énergie, autant de force, autant de passion, il est évident que je suis en train d'expier quelque chose. C'est pour ça que je ne crois pas à l'acte gratuit, moi. Voilà, je suis persuadé que le combat que je le mène pour moi, pour me laver vis-à-vis de mes enfants, j'en sais rien, pour laver le nom que mes filles portent. Je sais pas, mais en tout cas, il est évident que de façon très malsaine, et je suis tout d'accord avec vous, la souffrance fait partie de la note que j'ai à payer, oui, bien sûr. Pierre Botton a raison de poser la question des enfants, car il y a bien une note à payer pour la génération suivante, quand père ou mère écrasent leur progéniture sous le poids de leur histoire. Félicité Herzog a connu ça, un père superbe, conquérant, victorieux, qui fut le premier au monde, avec Louis Lachenal, à gravir un sommet de 8000 mètres, l'Annapurna, le 3 juin 1950. Orteils et doigts gelés, lors de cette expédition incroyable, Maurice Herzog devint une légende vivante dont le général de Gaulle, arrivant au pouvoir, ne manqua pas de faire usage en le nommant ministre, même si le récit que le grand alpiniste avait fait de son exploit était pour le moins enjolivé. Et pour Félicité, comme pour son frère Laurent, pas question d'émettre la moindre réserve sur le triomphe du père. Quand vous étiez enfant, les commentaires sur l'héroïsme de votre père étaient au menu quotidien ? Pas quotidien, mais pratiquement systématique lorsque nous voyions notre père. Parce que, où qu'il allait, quoi qu'il dise, cette expédition, cette légende l'entourait, le précédait, le suivait entre les admiratrices, les admirateurs, les détracteurs, parce qu'il était l'exemplarité même de ce que cherchait à faire valoir le gaullisme. L'exploit, l'esprit d'équipe, l'audace. Donc nous vivions avec davantage une légende qu'avec un père. Votre frère et vous aviez le sentiment d'être des enfants différents ? Nous étions, oui, par la force des choses, différents, parce que peu de gens dans notre entourage, de l'école ou amical, avaient des parents qui avaient vraiment connu la gloire. Parce qu'on ne parle pas simplement de notoriété ou de célébrité à travers le monde, ce qu'il était vraiment au niveau d'une Brigitte Bardot. Peut-être qu'on a du mal à le penser aujourd'hui, mais il était vraiment très très connu dans le monde anglo-saxon ou ailleurs. Nous étions les enfants d'un héros glorieux et un rescapé. Comment est-ce que vous vous représentiez votre père ? Mon père semblait tellement lointain, il semblait si inaccessible. Et c'est pas simplement parce qu'on ne le voyait pas quotidiennement, puisqu'effectivement, mes parents s'étaient séparés, mais enfin quand même, on le voyait très régulièrement. Il était à 8000 mètres d'altitude, et nous étions à quelques centimètres d'altitude. Voilà le sentiment que ça donnait. Vous vous demandiez donc comment arriver à être un jour à sa hauteur. On se dit comment est-ce qu'on va pouvoir démontrer autant de courage, d'opiniâtreté, de sens de l'aventure. Oui, être à sa hauteur, je crois que les enfants cherchent à être au moins à la hauteur de leurs parents. Et oui, ça c'est très juste. Et vous pensez que c'est votre frère qui a été la principale victime de cette histoire paternelle ? Il m'a semblé que mon frère était investi vraiment d'un rôle d'héritage de cette légende et qu'il avait été élevé avec d'immenses espoirs. Et ce n'était pas simplement l'Annapurna, c'était l'Annapurna dans tous les domaines. C'était dans le domaine des études, c'était dans le domaine de la séduction, c'était dans le domaine politique. Donc ce garçon qui était probablement d'une grande sensibilité
a pris pour son compte cet appel à surpasser ou au moins à égaler l'exploit de son propre père. Votre frère vous disait qu'il souffrait de votre père ? Je crois qu'il en souffrait par manque d'attention. On avait un père, à l'évidence, totalement défaillant. Donc nous étions abandonnés, entre guillemets, par ce père héroïque, et d'autant plus abandonné qu'il était héroïque aux yeux du monde et pas héroïque à nos yeux. Donc l'abandon est encore plus important. Donc oui, il en parlait de sa souffrance, surtout pendant l'adolescence, de ses fuites, de ses échanges très, très houleux. Il écrivait beaucoup. Mais je crois que là où ça s'est cristallisé, c'est vraiment dans une ambition démesurée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où mon frère avait des idées mythomanes ou mégalomanes, maniaques, je ne sais pas comment on dit, mais mégalomane, sur sa propre existence. Il s'est mis en tête de faire les études les plus incroyables. Je me souviens qu'il envoyait des curriculum vitae de 20 pages à l'âge de 22 ans, de 20 pages. Donc sa souffrance, je pense, elle s'est manifestée par le biais d'un délire naissant et qui n'a pas été diagnostiqué, faute de vigilance, par notre entourage. Au cœur du délire de votre frère, il y avait explicitement l'idée de dépasser votre père ? De dépasser ou d'être à l'égal de ce mythe, avec une caisse à résonance absolument spectaculaire qui était cet environnement maternel qui vivait aussi dans la démesure. En fait, tout est démesuré, que ce soit l'annapurna, la légende, le nombre de bois de serre au mur, l'immensité des forêts, le fait qu'une partie de la famille vient des forges du Creusot, l'idée que l'homme maîtrise la nature et d'une certaine manière le temps. Et ça, je crois que c'était une alimentation pour un enfant ou un adolescent qui avait tendance à délirer. Au final, vous pensez que votre frère en est mort. Comment vous-même avez vécu sa disparition brutale ? J'ai été, pendant, je crois, 2 ou 3 ans, littéralement pétrifiée. Je n'ai même pas pu penser quoi que ce soit. C'était tellement violent. Vous savez, c'est le sentiment d'un pare-brise qui se brise comme ça. Et ça n'est que plusieurs années après que j'ai pu commencer à libérer ma propre mémoire et réflexion, pouvoir et tenter de rentrer dans le sujet. Et votre famille, comment a-t-elle réagi ? Il fallait que le spectacle continue, il fallait que la légende continue, il fallait que la duchesse d'Uzès perdure, il fallait que le monde des châteaux continue, coûte que coûte. Et finalement, ceux qui ne faisaient pas l'affaire étaient ceux qui étaient des asociaux, que ce soit ma mère qui avait pris le parti de s'en aller en claquant la porte pour épouser un juif, ou mon frère finalement qui n'était pas dans cette norme, cette étoffe-là parfaitement cousue. Cela était exclu. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à écrire, à prendre la parole, à raconter cette tragédie ? Le désir de vengeance ? Alors, je n'aime pas évidemment ce terme de vengeance parce que je n'ai pas le sentiment d'être animée par un esprit de vengeance. En revanche, besoin de lucidité et de pouvoir, comme on dit vulgairement, tourner la page et de dire à cet environnement: regardez ce garçon dont vous avez jusqu'à oublier l'existence de sa folie et de sa mort. Je pense qu'en l'espace de 13 ans, j'ai dû avoir un échange de 5 minutes avec un membre de ma famille sur mon frère. Jamais plus. Alors, c'est pas du tout je comprends très bien que ce type de folie, de trajectoire, crée une immense angoisse chez un certain nombre de gens. Mais en revanche, je pense qu'on n'a pas le droit de se rendre complice du silence. Le père de Félicité est mort à 93 ans, quelques jours seulement après cet entretien, et sans avoir jamais dit publiquement ce qu'il pensait du réquisitoire courageux de sa fille ou de la mort tragique de son fils.
Les enfants commencent par aimer leurs parents, écrivait Oscar Wilde. Ensuite, ils les jugent et quelquefois, ils leur pardonnent. Mais peut-être les enfants veulent-ils surtout se persuader que la vie qu'ont menée leurs parents ne ressemblera pas à celle qui les attend et qu'ils espèrent. Ils n'ont pas tort. Pourquoi diable, à 17 ans, quand on se croit invulnérable, devrait-on s'empêcher de faire la fête pour penser au chaos et au fracas de l'existence? Pourquoi diable devrait-on anticiper sur les embûches, les erreurs, les chutes et tout ce contre quoi on voudrait nous prémunir quand on n'a pas encore soi-même croqué la pomme? Cela dit, et même quand on a 17 ans, peut-être n'est-il pas inutile de savoir ce que de toute façon on finira par découvrir. Personne, jamais, ne peut nous assurer contre notre propre vie et personne, au bout du compte, ne nous remboursera le prix que nous aurons payé.